Alors Pierre Bonte, on va parler de ce livre dans quelques instants, mais je voudrais quand même d'abord rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs. Je l'ai dit en préambule, votre nom reste attaché à deux émissions cultes. Bonjour Monsieur le maire sur Europe 1 et Le Petit Rapporteur sur TF1. J'ai quand même l'extrait de l'émission qui a suivi Le Petit Rapporteur, La Lorgnette, c'était sur Antenne 2. On regarde un petit extrait. Vous me demandiez une question là, Stéphane ? Pardon ? Attendez, vous avez demandé une décoration ? Oui. De quoi vous me demandiez ? De Pierre Bonte. Les décorations de Pierre Bonte, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les décorations de Pierre Bonte. Attendez, je vous ai mis. Je suis pas Alors, les au courant. décorations de Pierre Bonte. Chevalier du petit chapeau publicitaire. Enfin, c'est lui. Chevalier du petit chapeau publicitaire. Chevalier du roi des camelots. Commandeur du prince des bergers. Roi de l'affiche. Roi des posters. J'ai relevé toutes vos décorations. Petit drapeau Pierre Bonte pour distribuer. Pierre, vous les Je me aviez... souvenais absolument pas de cette séquence, C'est vrai mais il fallait être prêt à tout avec Jacques Martin, vous savez. Ouais. C'était l'improvisation permanente, directe aussi, continue, donc voilà. Mais avec lui, on était toujours en bonne compagnie. Quand Ouais, même, c'est des ouais. bons souvenirs alors Ah, tout ouais, ça. ouais, ouais. Ça fait plus de 50 ans que vous faites ce métier, d'aller aussi à la rencontre des gens de la France profonde, que vous défendez inlassablement à travers les émissions que j'ai citées, à travers aussi une dizaine de livres que vous avez écrits. Qu'est-ce que vous aimez tant dans la France rurale ? Ah, je sais pas, c'est un monde, vous savez, le monde rural, c'est un art de vivre, c'est une façon, oui, d'être ensemble, de vivre ensemble, qui est tellement différente de la ville. J'aime beaucoup la ville, hein. Je vis à Paris, mais j'aime, quand je suis dans les villages, les milliers de petites communes de France, je trouve un amour du clocher, une sorte de sensibilité qui, moi, me rend heureux. Voilà. Alors c'est ce qu'on vous reproche d'ailleurs. Il y en a certains qui disent oui, mais vous êtes parisien, donc vous n'avez pas le droit de parler du monde rural dans vos livres. Non, mais c'est idiot, parce que je crois que la ville et la campagne sont complémentaires. Je crois qu'il ne faut surtout pas les opposer. Et moi, je suis né vous savez, je suis né en ville. Moi, je suis né dans la banlieue de Lille, dans une commune ouvrière. Je n'ai pas de racines paysannes. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à m'adapter au mode de vie rural. Je crois que pour bien vivre et s'épanouir à la campagne, il vaut mieux être né à la campagne, avoir des souvenirs d'enfance, où on est allé aux champignons, où on est allé à la pêche, à la chasse, etc. Ça vous lie à votre terroir, ça, vous comprenez ? Le mec qui vient de la ville, c'est plus difficile, et c'est une mise en garde d'ailleurs que je fais aux citadins qui rêvent de campagne. Je les approuve, parce que c'est vrai qu'il y a un mode de vie très attachant, mais c'est pas aussi facile que ça peut Attention le au fantasme. au fantasme qu'on qui peut avoir. idéalise le monde rural. Alors pourquoi, si vous avez décidé à écrire ce petit dernier, donc Ces villages qu'on assassine, vous l'avez éco-écrit avec Céline Blancpain, qui est journaliste pour TF1. Pour TF1, oui, Pourquoi vous exactement. avez eu envie de co-écrire ce livre tous les deux ? Écoutez, je vois une politique gouvernementale qui tend de plus en plus à essentiellement réduire le nombre des communes, à considérer que ce monde des villages est un monde désuet, condamné à mourir, et qu'il faut se hâter de regrouper toutes ces unités qui sont archaïques. Et moi, je dis non. Moi, je crois que les communes rurales, elles vivent une période très difficile, parce qu'il y a une disparition des paysans, mondialisation, etc. C'est vrai qu'il y a tout un monde qui est en train de se détruire. Mais je crois que ce terroir, il est encore la source de beaucoup de possibilités de vie. Et je crois en son avenir, je crois en un deuxième souffle du rural. Donc attention, ne cassez pas tous ces villages qui sont une richesse commune. C'est la richesse de la nation, c'est la chair de la France. Vous la faites ruralité. le procès vraiment avec ce livre des grandes métropoles et du regroupement aussi des communes, ces fameuses intercommunalités. Vous dites la politique du toujours plus grand pourrait être plus rentable et dévastatrice en matière d'aménagement du territoire parce qu'elle éloigne le citoyen des centres de décision. C'est ce que vous dites. Bien sûr. Je crois que plus on va vers la mondialisation, plus les citoyens du monde entier recherchent la proximité parce qu'ils se sentent isolés, perdus et noyés dans une sorte de magma informe. De plus en plus, on recherche la particularité, on recherche la spécialité, on recherche ce qui est différent. Autrement dit, la diversité. Et les villages de France, c'est une forme de la diversité de la nation. Il faut la garder.
sans pour autant rester chacun dans son précaré. Il y a des structures intercommunales qu'il faut maintenir, mais gardons l'identité de chaque petite commune, avec son histoire et avec cet amour du clocher qui est un des caractères du français. Et vous dites que c'est le ciment finalement de notre société, cet esprit de clocher. Vous parlez même, je crois, de l'esprit de clocher de rugby dans le sud-ouest, dans notre région. Dans le sud-ouest, on parle du rugby. On parlait autrefois du rugby de clocher, parce que chaque village avait son équipe et on se bagarrait avec les gens de la commune d'à côté. Mais autant il y avait de la compétitivité sur le terrain, autant après c'était la fête et on était copains comme cochons. Et puis les gens qui étaient dans l'équipe de rugby après, en grandissant, en devenant adultes, ils continuaient à s'intéresser au village, à devenir conseiller municipal. Vous voyez, il y avait une sorte de communauté qui se créait au cœur, mais qui naissait au cœur du sport local. Alors, Pierre, je crois qu'on va voir des images de vous, c'était il y a quelques années, on ne va pas dire combien d'années. Vous alliez à la rencontre de ces maires déjà à l'époque pour des émissions, effectivement, télé et puis radio. Qu'est-ce qui a changé? J'imagine que vous êtes aussi allé à la rencontre des maires pour écrire ce livre. Qu'est-ce que vous entendez le plus dans la bouche des maires ruraux que vous avez rencontrés qui a changé peut-être en 50 ans? Les maires ont l'impression d'être méconnus et pas méprisé, mais quand même un peu dédaigné par la technocratie parisienne, qui croit tout savoir et qui considère que l'avenir, c'est forcément les grandes métropoles, les villes, et que la campagne, elles doivent devenir un espace de loisirs éventuellement, de tourisme pour les citadins. Mais tous ces technocrates qui nous gouvernent, malheureusement, ne connaissent pas cette richesse que possède la France, et c'est ça qui me désole. Oui. Alors vous êtes effectivement allé à la rencontre de plusieurs maires, notamment en Nouvelle-Aquitaine, notamment le maire de Las dans le Béarn, qui vous dit, d'ailleurs, pour appuyer ce que vous venez de dire, il vous dit « Il ne nous restera bientôt plus que la gestion de l'état civil en attendant qu'un technocrate vienne expliquer qu'en centralisant ainsi aussi ce service, on peut faire encore de prétendues économies. » Exactement. Parce qu'on n'en sort plus, quoi. À force de vouloir centraliser, on dévitalise complètement toutes ces petites communes et on décourage les maires. Pourquoi voulez-vous qu'un maire se présente s'il n'a aucun pouvoir, s'il ne peut qu'entendre les doléances de ses administrés sans pouvoir rien faire, sinon que de transmettre à l'autorité supérieure? C'est démotivant, vous comprenez? Et bientôt, on n'aura plus de candidats pour assumer la fonction de maire, parce que le rôle du maire sera devenu impossible. Alors j'ai une autre petite citation, alors il n'est pas maire, lui, il est conseiller départemental à la Courtine en Creuse, et il dit si le modernisme, c'est fermer les services publics au nom de la rentabilité, nous serons bientôt les plus modernes. Voilà. Car hélas, oui, c'est une... On en rigole, mais... C'est une désolation, oui, de voir toute cette paupérisation, si je puis dire, sur le plan des services publics de toute la France rurale. Alors qu'il y a tellement d'énergie. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que vous en parlez aussi dans ce livre, c'est que les constats sont affligeants, et en même temps, vous faites l'écho de pas mal d'initiatives, d'alternatives qui naissent dans les communes partout en France. Bien sûr. Vous parliez du maire de Las, là, Jacques Pédéonta, que je connais bien dans les Pyrénées-Atlantiques. Il a une toute petite commune, 140 habitants, mais c'est extraordinaire comment qu'il réussit à la faire vivre, pour faire venir du monde. Il a créé ce qu'il appelle la principauté de Las, avec des frontières, un poste de douane, un passeport pour entrer. Mais tout ça fait parler de la commune, et puis ça met en valeur les produits du pays. Il a aménagé le château pour y organiser des soirées de mariage princières, avec serveurs en costume d'époque, etc. Et tout ça dans un village de 140 habitants. En fait, il faut être inventif. Ce que vous dites, c'est ça. C'est que les maires qui sont un peu inventifs... Il faut se battre. La commune rurale, c'est vrai qu'elle souffre de tout ce qui s'est passé au cours des 60 dernières années. Alors, j'ai noté aussi, vous parlez beaucoup il y a deux communes qui sont assez exemplaires, mais qui ne sont pas en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont les Voivres dans les Vosges et Trémargat en Côte-d'Armor. Mais dans notre grande région, vous parlez de Blanquefort-sur-Briolance, dans le Lot-et-Garonne, par exemple, où une école Montessori gratuite, publique, a vu le jour pour sauver l'école. L'école, c'est aussi important. Il n'y avait plus assez d'enfants pour maintenir l'école ouverte. Et Madame le maire, qui avait entendu parler des écoles Montessori, mais qui n'existaient qu'en ville, ces écoles, et qui étaient trop chères, c'était des écoles privées, a obtenu du ministère le droit d'ouvrir une école Montessori
public, mais en se débrouillant, bien entendu, pour trouver l'argent nécessaire. Eh bien, elle a ouvert ce qu'on appelle un compte sur Internet, vous savez, pour recueillir... Un appel, effectivement, à cagnotte, pour recueillir de l'argent. Elle a fait appel à toutes les bonnes volontés de la région. Et puis, elle a réussi à créer son école Montessori. Résultat, le nombre d'enfants a triplé dans l'école parce que les gens sont venus des communes alentours pour bénéficier de cet enseignement et de cette pédagogie, plus particulièrement, qui est excellente, effectivement, et très recherchée. On ne va pas parler de tous les exemples que vous citez. Je cite, moi, un exemple, les Basques, qui ont créé la plus grande intercommunalité. 158 communes. C'est un département, en fait. C'était un pied de nez à l'État. Mais il y a plein d'exemples dans le livre. Pourquoi vous l'avez... vous pensez qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir, en fait, quand on lit votre livre? Vous espérez quoi du lecteur? Je voudrais changer le regard des Parisiens. Finalement, ce livre, je l'ai écrit davantage en pensant aux citadins des grandes métropoles qu'aux ruraux. Les ruraux, ils connaissent leurs problèmes. J'ai presque pas besoin, ils n'ont pas besoin de me lire, je vais dire. Pas vrai, hein, il faut l'acheter. Mais je l'ai écrit en pensant surtout aux citadins, parce que je suis frappé de la méconnaissance des réalités du monde rural de la part des gens des villes, qui vous disent « Ah, 35 000 communes, c'est de la folie, à l'heure de l'Europe, etc. » Eh bien non, 35 000 communes, ça a du sens. Mais pour ça, il faut avoir partagé la vie des gens d'une commune, il faut avoir vraiment pénétré ce milieu rural. Et voilà, et j'espère que ce livre va permettre aux gens de mieux comprendre le monde. Alors, il vient de sortir le livre, mais vous pouvez le lire encore avant les municipales, c'est peut-être ça aussi le but? Oui, j'espère que ça vous donnera, l'envie encore plus de participer à cette démocratie locale qui est incarnée par, justement, tous ces petits villages. Alors, en parlant démocratie, j'ai juste une petite surprise pour vous montrer. Hop, je descends, mais je remonte. Hop, on l'a emballé. Regardez, je sais que vous êtes collectionneur des Mariannes. C'est pas une Marianne. Regardez, une Marianne, une belle Marianne. Voilà. Vous collectionnez toujours les Mariannes? Oh, elle est magnifique. Elle est belle, hein? Oh là là. Regardez-moi ça. Voilà. Magnifique Marianne. Donc c'est une Marianne de Nouvelle-Aquitaine? On ne sait pas. Éric Vigneron va me dire ça dans l'oreillette. Il ne sait pas non plus. C'est une Marianne. Elle vient de France, monsieur. Et d'une mairie, certainement. Certainement. Voilà, c'était le petit clin d'œil, puisque vous collectionnez effectivement les Mariannes.